Pour être totalement honnête avec vous, j'avais pas super hâte de la commencer cette période d'argent chez Disney. En particulier à cause de deux films. La Belle au bois dormant et le film traité aujourd'hui, Cendrillon. Parce que, dans mes souvenirs, c'était des films avec des princesses clichés, des princes nuls et des rôles secondaires pas drôles. Et au final, en tout cas pour ce film-ci, j'ai été plutôt agréablement surpris. Mais revenons un peu sur ce qui s'est passé avant la sortie de Cendrillon. Après 1942 et la sortie de Bambi, les studios Disney galèrent à fond. La faute à des films peu rentables et à une industrie fortement impactée par la guerre. Ils réussiront à ne pas sombrer grâce à des courts-métrages informatifs vendus au gouvernement, ou, dit plus clairement, de la propagande avec Donald, et grâce à une série de films package, composée de plusieurs courts-métrages. Ces 6 films font partie des classiques, mais j'ai décidé de ne pas en parler tout de suite, parce qu'ils ne sont pas marquants. Et si je vous parle du Crapaud et du Maître d'école, Coquin de printemps ou Saludos amigos, je suis pas sûr que vous savez que je parle de films Disney, mais je ferai peut-être un jour un top 5 ou 10 des courts-métrages les plus intéressants de cette période. En attendant, chez Disney, c'est quand même un peu la panique. Il faut sortir un classique, un vrai, un qui fera revenir les gens au ciné, un qui rapportera de l'argent, comme Blanche-Neige. Sans quoi, ce serait la fin du studio. Du coup, si c'est pour faire comme Blanche-Neige, pourquoi pas Cendrillon, l'un des contes préférés de Walt, lui rappelant sa propre ascension sociale, et qu'il avait déjà adapté en 1922. Parce que comme Blanche-Neige, elle commence pauvre et servante. Comme elle parle plus aux animaux qu'aux vrais gens. Comme elle a une méchante belle-mère. Et comme elle, à la fin, elle finit avec un prince qu'elle a vu qu'une fois. Pas de doute, c'est le film qu'il leur faut. Ça va et ça doit fonctionner. Ils se sont donc inspirés de l'œuvre de Perrault, parce que tant qu'à faire, autant ne pas prendre celle des frères Grimm, dans laquelle les deux sœurs se coupent des bouts de pied pour entrer dans la chaussure. Et, en 1950, Cendrillon sortait sur les écrans. Et comme prévu, c'est un énorme succès, qui sauva la compagnie. Mais aujourd'hui, un tout petit peu plus que 70 ans plus tard, qu'est-ce que ça vaut encore Cendrillon? Est-ce que c'est un beau petit conte avec plus de souris que d'hommes? Ou une vision rétrograde de la femme, qui attend un miracle pour trouver l'amour, sans faire beaucoup plus que rêver dans un coin? Comme d'habitude, la réponse est plutôt nuancée. Vous connaissez les bases, c'est un conte, donc on a notre petite introduction, et ils se sont pas trop foulés sur l'animation là, et on rencontre notre protagoniste principal, et je le sais parce que c'est son nom le titre, parce que sinon en fait on la voit pas tant que ça, qui est réveillé par les notifications Twitter des années 50. Et donc ça gêne personne que cet oiseau soit nu. Non mais apparemment ils sont tous habillés, parce que j'imagine Cendrillon a trop de temps libre et s'amuse à confectionner des tout petits habits pour des souris et des oiseaux. Non mais chacun fait ce qu'il veut de son temps, hein. Mais du coup, lui, à côté des autres, il fait un peu nu, quoi. Cendrillon est donc la servante de sa méchante belle-mère et de ses 2 filles, qu'on appellera les moches, parce que Javotte et Anastasie, ça va bien une fois, mais hein. Et tout ce qui lui reste, ce sont ses rêves. Et des souris de compagnie aussi, mais bon. Et elle, le rêve de sa vie, ah bah oui, c'est joli pour les années 50 peut-être, mais aujourd'hui, c'est un peu limite quoi. À noter que ce côté nunuche qui attend juste son prince charmant, ça ne vaut que pour la version française, parce qu'en VO, elle espère juste que ses rêves se réaliseront un jour. Et ce rêve, d'après moi, c'est plutôt de sortir de cette maison, de s'émanciper de sa belle-mère, plutôt que de simplement trouver un mari. La pauvre Cendrillon passe donc toutes ses journées à faire les corvées pour tout le monde jusqu'au jour où une lettre arrive du palais. Le roi organise un bal pour son fils, et toutes les célibataires du royaume sont invités. Avec un petit coup de pouce de ses potes les souris, elle réussit à terminer tout son boulot et à être prête à temps. Sauf que les moches réagissent plutôt mal et lui déchirent ses habits dans une scène qui rappelle assez celle des bois dans Blanche-Neige et qui retransmet bien le traumatisme du moment. Heureusement pour elle, elle a droit à un deuxième miracle en 10 minutes avec l'apparition de sa bonne fée de marraine, sorte de cousine de la fée bleue qui aurait un penchant pour la bonne bouffe. Et par contre, la femme se matérialise sous elle, mais c'est normal, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait normal, les petites grand-mères rondouillardes qui apparaissent dans le jardin. C'est comme ça tous les jeudis chez eux. Mais la scène fonctionne. La fée devient tout de suite l'un des personnages les plus appréciés du studio, même si elle apparaît que 5 minutes, pour chanter une chanson avec encore plus de mots inventés qu'Aya Nakamura. Et puis ce passage, tellement symbolique, est instantanément culte. Ce serait d'ailleurs le moment préféré de Walt, à travers tous ses films d'animation. Elle arrive donc au château et qu'est-ce qu'elle fout là? Je veux bien qu'elle soit émerveillée par le château, qui, grâce à un très beau travail sur le gigantisme, est impressionnant, mais elle est venue pour le bal ou pour repérer les lieux? Le prince la voit, il la rejoint, et c'est le coup de foudre. Ils dansent toute la soirée, et lorsque minuit sonne,
elle s'enfuit en courant. Oui, parce que je vous apprends rien, mais tout ce qui a été transformé par la bonne fée redeviendra comme avant à minuit. Le carrosse remplacé par la citrouille, le valet par le chien, les chevaux par les souris, le cocher par le cheval, et ses vêtements retombent en lambeaux. Seule sa chaussure, une pantoufle de verre, restera, comme souvenir de la soirée. Et d'ailleurs, ça tombe quand même vachement bien vu qu'elle a perdu l'autre en s'échappant. C'est une énorme facilité scénaristique, oui. Mais on ne la remet presque plus jamais en doute tant cette pantoufle de verre fait l'identité et la renommée du film. Le prince, fou amoureux mais surtout un peu con, déclare qu'il épousera la première à qui ira le soulier. Mais qu'est-ce que c'est que ça pour un débile? T'es pas tombé amoureux hier? Est-ce qu'elle portait un masque? Non. Alors pourquoi tu demandes pas simplement qu'elles reviennent toutes? Tu les regardes et tu devrais la reconnaître, non? Mais non, il se dit que faire essayer une chaussure à tout le monde et épouser la première à qui elle ira, c'est le bon plan. Et franchement, il aurait mérité qu'elle aille à une des moches. Le duc arrive donc chez eux, sauf que Cendrillon, elle a fini enfermée dans sa chambre par sa belle-mère. En même temps, elle voulait pas que ça ait l'air encore plus évident que c'était elle qui avait dansé avec le prince. Après plein de péripéties avec des souris, une clé, la goutte de thé la plus terrifiante du monde, et la mort d'un chat, Cendrillon descend pour essayer la pantoufle, qui finit brisée par la vilaine méchante belle-mère. Heureusement, Cendrillon avait tout prévu et sort de sa poche l'autre soulier. Elle a même déjà enlevé son autre chaussure pour pouvoir l'essayer. Rapide et efficace la meuf. La pantoufle lui va, elle se marie et c'est fini. Est-ce qu'elle prend les souris et son chien pour les remercier de leur aide? Non. Mais elle a déguisé les souris. C'est déjà ça, non? Bon, honnêtement, je pensais que j'allais pas du tout entrer dedans. Que cette histoire allait me passer loin au-dessus. Que les histoires secondaires allaient me saouler. Et finalement, ouais, l'histoire m'est un peu passée au-dessus. C'est beau, c'est vrai. C'est idéaliste, ça fait passer un message d'espoir. L'idée que si on s'accroche à ses rêves, ils finissent par se réaliser. Qui est, je rappelle, le vrai message de la chanson principale. Et non pas que... Le rêve de ma vie, c'est l'amour. Mais d'un autre côté, elle se bouge pas énormément pour ses rêves, la Cendrillon. Bien sûr, elle est totalement paralysée par son infâme belle-mère, qui a un contrôle total sur sa vie, mais si elle arrive au bal bien habillée, c'est grâce à deux miracles. D'abord, la confection de la première robe par les souris, dans une scène un peu énervante au niveau audio, mais pleine de chouettes idées visuelles, et la deuxième, c'est bien sûr la bonne fée ex machina, qui vient tout régler en un coup de baguette magique. Et c'est là que je m'éloigne un peu du parallèle avec Walt Disney. Disney venant lui aussi d'une famille modeste, il se sent plutôt proche du parcours de Cendrillon. Sauf que pour moi, là où Walt a bossé comme un dingue toute sa vie et pris énormément de risques, Cendrillon a juste eu une marraine magique et un beau visage pour plaire au prince. Et du coup, je peux comprendre que ça énerve, l'idée que la femme ne soit choisie que sur son physique. Mais, et c'est plutôt un grand mais, Cendrillon fait exactement la même chose lorsqu'elle tombe amoureuse du prince. Elle ne le connaît pas, ne sait pas ce qu'il aime, comment il est, et pourtant après 10 minutes... Alors oui, on est totalement devant le coup de foudre cliché d'un conte de fées, mais c'est devenu un peu ridicule avec le temps. Et le pire, c'est qu'elle ne sait pas que c'est le prince, alors... Sur le coup, autant j'aime le message que ça transmet, autant elle pensait que c'était qui. Mais pour prendre un peu sa défense à Cendrillon, on peut aussi se dire que tout ce qui lui arrive, c'est un peu une question de karma. Malgré toutes les merdes de sa vie, c'est-à-dire quand même devenir esclave dans sa propre maison après la mort de son père, elle garde toute sa bonté, sa gentillesse, tentant de toujours voir le bon côté de tout le monde, même des chats, pourtant connus pour être le mal incarné. Et sa générosité envers tous ceux qui l'entourent, en particulier les animaux, va jouer en sa faveur durant tout le film. C'est grâce aux souris et aux oiseaux qu'elle peut avoir sa première robe, et c'est grâce à l'effort collectif qu'elle est libérée et peut essayer la pantoufle à la fin. Et si ça vous dérange que des souris puissent coudre, rappelez-vous qu'on est dans un film où une citrouille se transforme en carrosse, quand même. Alors finalement, est-ce qu'elle ne mérite pas un peu sa fin heureuse, Cendrillon? Pas spécialement pour ce qu'on la voit faire, mais pour tout ce qu'elle a subi. La tête haute, gardant toujours le sourire et en étant toujours prête à venir en aide aux plus faibles qu'elle. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le film, comme l'intéressant parallèle entre Cendrillon et son chien depuis qu'elle est enfant, Pato. Lui aussi est toléré, mais doit rester dans la cave et la cour, mais qui n'a pas intérêt à déranger la belle-mère et les moches. Et pour ça, Cendrillon lui conseille d'arrêter de rêver, renvoyant à ses propres rêves, qu'elle continue d'avoir mais qu'elle garde pour elle. Je pourrais aussi parler du travail sous le foreshadowing, quand elle perd déjà sa chaussure dans l'escalier, ou avec ce plan rapide sur les énormes pieds des moches. Ou encore, dire que visuellement, c'est pas ouf, que Cendrillon fait souvent peur, et qu'on sent que dessiner des humains réalistes, ça reste encore un peu galère.
Ou parler de la marâtre, l'horrible belle-mère encore plus flippante quand elle rigole du malheur des autres que quand elle punit. Franchement, c'est le mal incarné cette femme. Mais je vais terminer par ce qui me plaît le plus dans Cendrillon. C'est tout ce qui se passe autour. J'adore les scènes entre Lucifer, le chat et les souris. On voit que c'est dans ces scènes-là que les animateurs se sont le plus amusés. C'est du Tom et Jerry, c'est du Chaplin. Et le suspense de l'une des dernières scènes, lors de la récupération de la clé, c'est juste du grand art. On a beau savoir qu'ils vont y arriver, que cette goutte ne va jamais le toucher, ça fonctionne à chaque fois. Ce film est loin d'être la seule adaptation. Mais genre vraiment très très loin. C'est le type d'histoire qu'on retrouve tout autour du monde et depuis des centaines d'années, qui a été adapté en opéra, au théâtre, à la télé, en littérature, et dans plus de 30 films, dont un réalisé par le grand-père du cinéma, Georges Méliès en personne. Elle a été interprétée par Lily James, Anna Kendrick, Mary-Lou Berry, mais pourquoi je parle de ça? Et même Russell Crowe. Mais attends, il y a un truc qui va pas là. Donc, loin d'être la seule adaptation, Cendrillon de Disney reste la plus connue parce que c'est Disney. Et que même, 70 ans plus tard, malgré certaines idées bien de leur époque, le film reste super efficace, touchant, drôle, et quoi qu'il arrive, dans son message principal sur la poursuite de ses rêves, intemporel. Ce qui me fait lui donner un 7 sur 10, ce qui le place sur le podium de mon top Disney au moins pour 2 semaines. Et je me rends compte que j'avais beaucoup plus de choses à dire que ce que je pensais sur Cendrillon, et à mon avis ce sera pareil dans 2 semaines, quand on se plongera dans l'univers bien barré de Lewis Carroll, avec l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est l'histoire d'un projet qui aurait mis 13 ans à se matérialiser. Et j'ai l'impression de dire ça pour tous les films de Disney. Sérieux, il avait combien de projets en tête en même temps, le gars? Enfin, pour le dire plus clairement, dans d'autres circonstances, ça aurait même pu être le premier film de Walt Disney. L'idée était, au début des années 30, de faire une version mi-live action, mi-dessin animé. Ouais, comme Space Jam si vous voulez. Mais qui était surtout inspiré d'une série de courts-métrages produits par Disney quelques années plus tôt. Alice in Cartoonland, ou les Alice Comedy. Sauf qu'en 1933, la Paramount a sorti sa propre version du conte, et le projet a été reporté une première fois, mais restera toujours dans le coin de la tête de Walt. En témoignent ce cartoon de Mickey et ce livre au début de Pinocchio, dont on avait déjà parlé. Au niveau de la production, on notera que les comédiens de doublage étaient plutôt connus, et qu'ils ont pour la première fois leur nom sur l'affiche, et que la majorité des plans ont d'abord été tournés pour de vrai, pour servir de base aux animateurs. Technique déjà utilisée pour Cendrillon d'ailleurs. Mais si je passe très vite sur la production, c'est d'abord parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais surtout parce que là où il y a beaucoup à dire, c'est sur Lewis Carroll, l'auteur du livre original. C'était un personnage particulier. Quand on lit ou regarde Alice au Pays des Merveilles, on se dit que le gars qui a écrit ça était totalement fou, sous drogue, ou déconnecté de la réalité. Alors qu'en fait, Carroll, de son vrai nom, Charles Dodgson, était un prof de maths. Et encore plus drôle, un logisticien. Bref, un spécialiste de la logique. Et je trouve pas ça si choquant, parce que c'est en connaissant bien un domaine qu'on peut jouer avec ses codes. Et jouer avec la logique, il aimait bien ça, Carroll. Mais donc oui, Lewis Carroll était un prof de maths. Il aimait donc beaucoup les chiffres et les petites filles. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça n'a rien à voir. Il n'empêche que Charles Lewis Carroll Dodgson était très proche des jeunes filles. Et on va passer assez vite sur ce sujet parce que je commence à me sentir sale. Je vais juste ajouter qu'il aimait la photographie. Et il était même très reconnu dans le domaine. Pourquoi tu photographies que des adolescentes nues? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Tu répètes ce que tu viens de dire! Il faisait toutes sortes de photographies d'ailleurs, pas seulement des enfants. Bref, sa jeune fille préférée était l'une des filles du doyen de son école. Alice Liddell. Vous commencez à voir clair? Il était très proche des 3 filles du doyen, et il aimait leur raconter des histoires. Un jour qu'ils étaient partis faire un tour de barque cherchant un coin tranquille pour faire un pique-nique, Dodgson s'est mis à leur raconter une histoire, celle de la jeune Alice, tombant dans le terrier d'un lapin blanc. L'histoire plut tellement à Alice, la vraie, qu'elle lui demanda de lui donner une version écrite. Et ça fonctionnait tellement bien que plusieurs personnes lui ont conseillé de la publier. Et c'est comme ça que Alice au Pays des Merveilles et sa suite, de l'autre côté du miroir, ont vu le jour. Pas d'absinthe, pas de drogue, juste un voyage en barque et beaucoup d'imagination. Donc oui, aujourd'hui, un adulte qui aime beaucoup passer du temps avec des jeunes filles et les photographier, ça passe mal. Mais c'était peut-être simplement un homme à l'imagination débordante, s'ennuyant en présence d'adultes, et qui se sentait bien mieux avec les enfants, avec qui il s'entendait plus. En attendant, le dire à haute voix, ça reste un peu malsain. Pour oublier tout ça, avant qu'on passe au film, faites le moonwalk jusqu'au bouton like, et... Résumer Alice au Pays des Merveilles, c'est assez simple, parce que l'histoire est très découpée. Chaque passage est une sorte de petit chapitre du livre. Si on enlève le début et la fin de chaque scène, le liant, on pourrait presque les mettre dans l'ordre qu'on veut, que ça aurait tout autant de sens. Ou pas de sens, je sais pas. On rencontre donc Alice, qui est passionnée par les cours d'histoire, comme tout le monde, et qui du coup, décide de commencer à chanter.
Ouais, comme ça, direct. Elle raconte que dans le monde de ses rêves, il y aurait des divagations. Dans mon monde à moi, il n'y aurait que des divagations. Des chats et des fleurs qui parlent. Et c'est là qu'un lapin blanc débarque. Comme tous les lapins blancs, il porte une veste. Mais celui-là est différent. Il a aussi une montre. Et il dit qu'il est en retard. Alors que c'est bien connu. Les lapins blancs à veste ne savent pas lire l'heure. Curieuse de savoir pourquoi il est en retard, Alice le suit, tout en se donnant des conseils, se disant qu'elle ne devrait pas y aller. Mais comme elle n'écoute personne et surtout pas elle-même, elle y va quand même. Et tombe. S'écrase 5 mètres plus bas, morte. Non attends, j'ai déjà fait cette blague pour Blanche-Neige. Sérieux, 8 épisodes, tu commences déjà à te répéter? Alice tombe, mais ça l'inquiète pas trop. Elle prend le temps de s'asseoir, de prendre un bouquin, de s'observer alors qu'elle passe dans le miroir à l'envers. Je trouve ça personnellement génial visuellement, mais elle est toujours tranquille. Arrivée plus ou moins au centre de la Terre, la tête en bas, elle débarque chez les Looney Tunes. Ah non, mauvais film, elle débarque dans un couloir expressionniste allemand. Tu m'étonnes que ça a intéressé Burton. Et continue à poursuivre le lapin blanc. Est-ce qu'elle se rend compte que c'est pas du tout approprié? J'ai aussi essayé de suivre des gens comme ça pour savoir où ils allaient et ils ont pas aimé, hein. On en arrive à la première rencontre, la poignée de porte. Et je me rends compte que si je continue comme ça, la vidéo va faire 1 heure. Donc on va un peu accélérer. Elle rencontre une poignée de porte qui lui fait des blagues pas drôles, elle boit une potion encore une fois sans suivre ses propres conseils, devient petite mais n'a pas la clé, donc mange un biscuit pour grandir mais alors elle a la clé mais elle sait plus passer la porte. Oui, c'est comme ça pendant tout le film. Elle pleure, inonde tout, puis redevient petite et passe par le trou de la serrure. Ouais, donc en fait, elle avait pas besoin de la clé, mais t'es vraiment un con. Arrivé de l'autre côté, un dodo avec une pipe se fait pousser par un autre oiseau. Attends, en fait, le film dit à voix haute, c'est une partie de Camoulox d'1h15. Je fume un néon et je saute sur Olivier Mine. Enfin arrivé au sec, Alice rencontre Tweedledee et Tweedledum, 2 personnes aussi bien animées qu'énervantes, qui lui racontent une petite histoire beaucoup trop longue avec un morse qui bouffe des huîtres. Tout ça pour dire qu'en fait, la curiosité, c'est un vilain défaut. Merci. Elle retrouve enfin le lapin qui la prend pour Marianne, c'était un des noms qu'on donnait aux servantes à l'époque, et il lui demande d'aller chercher ses gants. À l'étage, elle se sert sans réfléchir dans sa boîte à biscuits, et bien sûr que tu grandis. T'as pas encore compris qu'il faut éviter de manger ou de boire les trucs sur lesquels il est écrit « bois-moi » ou « mange-moi ». Elle est alors prise pour un monstre et le dodo revient, ainsi qu'un lézard avec une échelle. Alors autant apparemment pour les bases de l'histoire, Carole était sobre, autant là j'hésite à me faire livrer une caisse d'absinthe, pour préserver mon état mental en lisant ces lignes. Les 3 rencontres suivantes sont encore moins plaisantes. Il y a d'abord les fleurs et leurs chansons un peu chiantes, qui sont au final plutôt des mauvaises personnes, pour rien dire de plus, sauf eux je les aime. Puis, la chenille et son narguilé, dans une séquence que j'aime beaucoup, même si le personnage est antipathique au possible. Et enfin, cet oiseau insupportable qui ne fait qu'hurler qu'Alice est un serpent. Qui veut manger ses œufs. Et là je me dis, mais pigeon, t'as jamais vu un serpent de ta vie ou quoi? C'est en fait beaucoup plus logique dans le livre, où après avoir mangé un peu du champignon, il n'y a que le cou d'Alice qui grandit, la faisant ressembler à un serpent. Arrive alors enfin l'un des personnages les plus appréciés du film, par son design, son animation et sa personnalité, puisqu'il est le seul à réellement se rendre compte de sa folie, en faisant du coup peut-être le plus sain d'esprit de la région, le chat. Chat Chafouin, chat Chester de chez Shire, bref, le chat. Des chansons sans sens, un sourire flippant, des conseils bizarres, mais au final, c'est l'un de ceux qui va réellement aider Alice, dans sa recherche du lapin blanc. Pour ça, il l'envoie vers le passage le plus barré du film. Un film qui est déjà très barré, donc vous imaginez, chez le Chapelier Fou et le Lièvre de Mars. J'adore cette scène, du début à la fin. Son rythme est incroyable, tant visuellement qu'au niveau des dialogues. Le fait qu'Alice ne boive jamais de thé parce qu'on lui enlève toujours sa tasse. La tonne de gags, l'inventivité de tout ce qu'ils font avec les théières et le thé. Le coup de la demi-tasse, les oreilles pour couper le flot du thé, le chapelier qui mange sa soucoupe, la théière œuf, le lapin qui s'exclame d'un coup. La réparation de la montre du lapin blanc, qui retarde de 2 jours et 10 secondes, ce qui en soi est déjà très drôle. La chanson culte évidemment. Et ce que je préfère, c'est peut-être que, dès qu'Alice s'en va, il continue comme si de rien n'était. C'est de la folie à l'état pur et c'est vraiment génial. Et pour ceux qui se demandent pourquoi un chapelier serait fou et pourquoi le lièvre est spécialement de Mars, ça s'explique. Tout à fait, Jamy. D'abord, le lièvre en Mars est à la recherche d'une femelle et se comporte comme n'importe qui à la recherche d'une femelle, c'est-à-dire n'importe comment. Pour le chapelier, c'est un peu moins drôle. À l'époque, les faiseurs de chapeaux, les chapeliers donc, utilisaient certains produits, dont du mercure. Après des années d'exposition, ils développaient des symptômes comme des tremblements, des difficultés à parler, des pertes de mémoire et des délires. Ouais, c'est moins fun. Alice les quitte enfin et se retrouve dans une forêt, pleine d'animaux-objets astucieux mais qui semblent un peu avoir été foutus là parce qu'ils avaient aucun autre endroit où les mettre. Après un remake bizarre de la scène où Blanche-Neige pleure et est réconfortée par les animaux, elle est retrouvée par le chat qui lui montre un passage secret vers chez la reine. Là-bas, des cartes peignent des roses en rouge pour pas être décapités, sauf qu'ils font ça mal et se font quand même décapiter.
Alice fait une partie de croquet avec la reine, avec des flamants roses et des hérissons bien sûr, et après que le chat ait fait trébucher la grosse, Alice est emmenée devant un tribunal, parce que la reine la pense coupable. Pour essayer de s'en sortir, elle mange 2 bouts de champignons, un pour grandir et l'autre pour rapetisser, ce qui est débile. Du coup, elle grandit et fait sa maline, puis rapetisse et se sent un peu conne. La reine ordonne qu'on l'attrape, ce qui transforme les cartes en écran de victoire de solitaire. Alice s'enfuit, repasse par presque tous les endroits qu'elle a visités plus tôt, puis se retrouve devant la porte du début. Elle veut sortir, mais la poignée lui dit qu'elle est déjà dehors. Et en effet, elle est là, endormie. Parce qu'en fait, c'était un rêve! Ouais, ça étonne absolument personne et on s'en fout, c'est pas un film à twist non plus. Elle se réveille, va boire un thé et c'est fini. Et c'était un voyage, hein. Un voyage dans un imaginaire débordant, mis en image avec brio. C'est une invitation au rêve, aux divagations. Divagation. À l'acceptation du non-sens. C'est une histoire simple, pas moralisatrice. Ce qui était presque inédit à l'époque où toutes les histoires pour enfants devaient être conclues par une morale, pour leur apprendre les bonnes manières par exemple. Ici, Carol fait tout le contraire. Alice ne suit même pas ses propres conseils, et des personnages comme la reine sont là pour se moquer des adultes, qui ne font que réprimander les enfants, qui n'ont pas une posture ou une diction parfaite. À sa sortie, le film n'a pas fonctionné. Alors qu'il a eu droit à une campagne de pub plutôt solide avec une émission spéciale à Noël, sponsorisée par Coca-Cola. Mais le film s'est planté, et Disney l'a totalement renié, disant qu'il n'avait pas tant supervisé que ça la production, qu'il aimait pas le personnage d'Alice, qui était trop passif, qui ne véhiculait aucune émotion, mais aujourd'hui, le film est pourtant reconnu comme l'un des plus grands classiques Disney. Et je suis plutôt d'accord avec ça, c'est un film que j'adore, il a ses soucis. Beaucoup de chansons, beaucoup, 14, c'est trop, c'est plus que dans tous les autres classiques, c'est beaucoup trop. Et des passages comme celui du morse et des huîtres, ou la chanson des fleurs qui me touchent pas plus que ça. Mais dans son ensemble, avec des folies comme la fête de non-anniversaire, les dialogues et l'animation du chat, les jeux de mots, l'intelligence derrière le non-sens, le rythme de certains passages, et puis le fait que ce soit un ovni total dans la liste des classiques Disney, tout ça fait que je donne à Alice au Pays des Merveilles un 8 sur 10, et qu'il se classe en 2e position de mon top, derrière Pinocchio. Merci à tous d'avoir regardé, dans 2 semaines, on s'attaque à une autre adaptation d'un classique britannique, Peter Pan. Ciao! Hey, vous vous souvenez dans l'épisode précédent, quand je parlais des tendances un peu bizarres de Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles? Ouais? Alors j'espère que vous êtes prêts, parce qu'ici, avec J.M. Barrie, j'ai aussi trouvé quelques anecdotes croustillantes. Parce que oui, mieux connaître l'homme derrière Peter Pan, c'est un peu mieux comprendre son œuvre phare, et son obsession pour la jeunesse. Pour vous résumer tout ça, l'ami J.M. avait un frère. Et pas de bol pour lui, c'était le préféré de sa mère. Alors, déjà c'est moche, mais en plus, ce frère en question a réussi à se tuer en faisant du patin à glace, juste avant ses 14 ans. Du coup, le petit James a essayé toute sa vie de faire oublier cette tragédie à sa mère, sans jamais y arriver. Ouais, c'est triste. Histoire d'exorciser ses démons, le thème de la jeunesse, et plus particulièrement de la jeunesse éternelle, parcourra ses écrits. Une façon pour lui, peut-être, de rendre hommage à son frère, qui lui non plus, ne grandira jamais. Bon, jusque-là c'est mignon et on a surtout envie d'avoir un peu pitié de lui, mais pas si vite. Parce que son obsession pour les jeunes garçons ne s'arrêtait pas dans ses écrits. Ouais, désolé, encore une fois, on va faire ça vite, et c'est la dernière fois parce que je pense pas que l'auteur de La Belle et le Clochard ait eu un penchant spécial. Enfin, on verra. On n'est jamais sûr de rien. De nouveau, un peu comme Carol, Barrie s'était lié d'amitié avec un groupe d'enfants, des jeunes frères, dont un certain Michael, à qui il aurait écrit une lettre pour son anniversaire, se comparant à l'une de ses bougies, grasse et pliée au milieu, et je veux même pas savoir ce qu'il veut dire. Il termine la note en lui disant qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'il fallait pas le dire. À noter que le gamin s'est noyé à 21 ans, dans ce qui pourrait s'apparenter à un suicide. Il y a quelques autres passages dans ses livres parlant de petits garçons, et je vais me faire un plaisir de pas vous les lire, hein, parce qu'on a déjà assez plombé l'ambiance comme ça. Bon, si on parlait un peu du film, parce que de base on est là pour ça, non? Déjà, gros choc si vous avez vu mes autres vidéos, mais le projet de Peter Pan date des années 30. Et je suis vraiment curieux de voir quand un projet récent va voir le jour chez Disney. Parce que jusqu'ici, tous les classiques sortis ont eu au moins un début de production, souvent totalement abandonné par la suite, à la fin des années 30 ou au début des années 40. Sauf que là, et c'était déjà un peu le cas avec Alice, la production finale se fait avec un Walt Disney de plus en plus absent. Et pour cause, il a un autre gros projet sur les bras, son parc, bien sûr. Disneyland, qui ouvrira en 1955. Mais même sans la présence continue de Walt, tout s'est passé sans souci majeur. On notera simplement que ce film sera le dernier sur lequel travailleront ensemble les 9 sages de l'animation Disney, dont j'avais déjà parlé dans le Cinépop numéro 2 sur Pinocchio. Sur ce, En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire.
Ouais, attends un peu qui n'a pas d'enfant. Avant ça, le film commence par nous présenter la famille Darling, avec une maman qui croit en Peter Pan, qui représente pour elle l'esprit de la jeunesse, et un papa qui pense uniquement à son boulot, parce que ouais, on est dans les années 50. Et 3 enfants fascinés par Peter Pan, qu'ils n'ont jamais vu, mais qu'ils connaissent très bien grâce aux histoires de leur mère. Ce qui pose des questions intéressantes, parce que si la maman peut leur raconter des histoires aussi précises sur Neverland, sur Peter Pan, sur le Capitaine Crochet, ça lui fait quel âge à Peter ? Je vous laisse penser à ça. En attendant, si on parlait du chien, Nana m'a toujours fasciné, parce que des animaux avec des caractéristiques humaines, dans un univers aussi réaliste que celui dépeint au début, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Je veux bien qu'on puisse apprendre des trucs à un chien, mais là, elle est littéralement leur babysitter. Elle sait même leur donner du sirop. Et elle connaît l'alphabet. Enfin oui, parfois je m'arrête sur des détails, mais Peter Pan fait partie de ces films dont j'ai énormément de plans imprimés dans ma rétine et dans ma mémoire. Et ce passage où Nana verse du sirop en fait partie. Et y a rien qui déborde, hein. Tu vas demander ça à ton Golden, il bouffe la cuillère. Would you kindly... Hello, darkness, my old friend. Et la grosse catastrophe du moment, attention, j'espère que vous êtes bien assis, c'est que Wendy doit avoir sa propre chambre. Oui, le truc que tous les ados attendent avec impatience, ici c'est une punition. Et alors que les parents sortent, débarque Peter Pan, qui est clairement le méchant de l'histoire là, non ? Oui, donc c'est un adulte dans un corps d'enfant qui regarde d'autres enfants dormir. Et en plus il vient là pour récupérer son ombre. Ça veut dire qu'il est déjà venu. Mais c'est pas glauque du tout. On va faire comme si c'était normal. Peter Pan est donc là pour récupérer son ombre, accompagné de la fameuse fée Clochette, qui semble complexée par son physique alors qu'elle est taillée comme un modèle Instagram. Et oui, ça a choqué dans les chaumières. La fée Clochette avec une petite taille et un gros boule, dans les années 50, c'était terrible. Et d'ailleurs, c'est totalement un choix des studios, puisque dans la pièce d'origine, Clochette est représentée par un point lumineux. Peter retrouve son ombre, réveille tout le monde, se comporte comme un énorme connard avec Wendy, puis a la brillante idée de les emmener tous au pays imaginaire, pour que Wendy soit leur maman. Mais de mieux en mieux, dis-moi. Et pour le remercier, elle décide de l'embrasser. Je rappelle que c'est la première fois qu'elle le voit, et qu'il est là depuis 5 minutes. En fait, il est peut-être temps qu'il ait sa chambre à elle, hein. Sauf que l'idée plaît pas du tout à Clochette. Et vous allez voir, pendant tout le film, tout le monde se bat pour Peter, alors que lui, il s'en bat les couilles, mais royalement. Ils partent tous pour le pays imaginaire, en volant au-dessus de Londres, parce que c'est pas suspect du tout, 4 gamins qui volent au-dessus de l'une des plus grandes villes du monde. Et pendant ce temps-là, on va faire la connaissance du Capitaine Crochet. Un gars très équilibré qui, après 2 minutes à l'écran, a déjà parlé d'ébouillanter une jeune fille, et a battu un membre de son équipe. Parce qu'il chantait. Genre vraiment. Y a pas de plan où on le voit remonter ou quoi, non, il est mort. Pan arrive avec les enfants, est très bien accueilli, et on voit Clochette les accompagner jusque chez eux. Un tronc d'arbre avec des poissons au plafond. Mais, trop jalouse pour être sympa, elle préfère aller dire aux garçons perdus qu'ils sont censés abattre Wendy, avant qu'elle se pose. Comme punition, Peter la bannit pour toujours. Ou plutôt pour une semaine en fait, après réflexion. C'est le gars le plus influençable au monde. Le groupe se sépare alors. Les garçons partent à la chasse aux Indiens, se font capturer et menacer de mort, grand succès, pendant que Peter et Wendy vont voir les sirènes, qui essayent directement de noyer Wendy, pendant que Peter Pan se marre. Sérieux, il y a quelque chose de presque troublant dans la désacralisation de la mort dans ce film. Toutes les 2 minutes, quelqu'un meurt, ou est menacé de mourir, ou parle de tuer quelqu'un. Dans le plus grand des calmes. Regardez, juste après, Crochet arrive avec la fille du chef indien, et si elle ne lui dit pas où est Peter, il la laisse là, se noyer quand la marée montera. Elle est sauvée par Peter Pan, qui est vraiment super fort pour imiter les gens et pour transformer Crochet en coyote, puis ils vont faire la fête avec les Indiens, avec de la musique rythmée et un tantinet raciste quand même. Après fête, Wendy fâchée et... Non, je veux dire, en rentrant de la fête, ils retrouvent une Wendy qui boude et qui chante une chanson pour rappeler à tout le monde ce que c'est une maman. Parce que ouais, ils ont tous oublié, même ses frères qui sont là depuis 2 heures. Mais pour moi, ça s'explique. Dans l'œuvre originale, Peter a une très mauvaise mémoire. Limite parfois c'est Dory le gars. Je pense donc que Neverland agit comme un effaceur de mémoire. Seulement sur les garçons. Ne me demandez pas pourquoi. Ce qui expliquerait pourquoi il y a que des garçons perdus. Ou alors c'est juste parce que... Ouais, et c'est d'ailleurs pas le seul Neverland où cette règle était appliquée. Pendant que Wendy faisait pleurer tout le monde, les pirates se sont rassemblés autour de l'arbre, pour leur tendre un piège. Mais comment les ont-ils trouvés, me demanderez-vous? C'est très simple, la fée Clochette jalouse, elle a aucune limite. Elle s'est faite capturer par Mouche, et elle a très vite dit où tout le monde était, espérant que Crochet la débarrasserait de Wendy, et qu'elle retrouverait son Peter, rien que pour elle. Ouais, parce que le capitaine lui a promis qu'il ne lèverait ni le doigt, ni le crochet, sur Peter Pan.
parce que ce gars-là a l'air d'être un type à qui on fait confiance. Oui. Tous les enfants, partis à la base pour retrouver leur maman, se font donc enlever par les pirates, pendant que Crochet laisse un petit cadeau qui fait boum à Peter Pan. Mais dès que Clochette entend qu'en fait, quelle surprise, Peter Pan est en danger, elle se libère et vole le prévenir. Elle arrive à temps, se sacrifiant presque pour lui. On va être gentil et dire qu'elle a eu sa rédemption, mais c'est vraiment juste parce que c'est elle, hein. Sur le bateau, les enfants sont condamnés à la planche. Et franchement Wendy, c'est peut-être mieux pour toi que de rester sur un bateau plein de gros pirates en manque. Mais ils sont sauvés par le retour de Peter Pan, qui balance Crochet au crocodile, fait voler le bateau, et les 3 enfants sont ramenés à Londres, juste avant que leurs parents rentrent. Et ils retrouvent Wendy, endormie à la fenêtre. Parce qu'en fait, c'était un rêve. Bon non, ok, pas cette fois. Ils regardent tous le bateau qui s'est maintenant transformé en nuage, et même Papa Darling dit que ça lui rappelle quelque chose. Ce qui lui vaut d'être enfin un peu aimé par sa famille. Mais ce qui pose aussi la question, est-ce qu'il y a un seul gamin londonien qui s'est pas fait enlever par Peter Pan durant les 50 dernières années? À sa sortie, le film est un succès, et seuls quelques critiques, fort attachés aux matériaux d'origine, dénoncent les écarts de Disney par rapport à l'œuvre de Barry. Mais franchement, c'est assez minime, l'adaptation étant plutôt fidèle sur le fond, même s'il y a quelques changements, bien sûr. On ne retrouve, par exemple, aucun des dialogues de la pièce dans le long métrage. Au niveau de ses interprétations, ça part encore une fois dans tous les sens. De l'homosexualité de Peter Pan, jouée en général au cinéma et au théâtre par une fille, morphologie oblige, à l'homosexualité de Crochet et Mouche. Oui, ils avaient un truc avec ça apparemment. Ou, bien sûr, l'hypersexualisation de Clochette, qui aurait été dessinée, selon la légende, d'après une photo nue de Marilyn Monroe. C'est clair, ils auraient pu trouver pire comme modèle. Et au niveau des penchants sexuels de Peter Pan, vu comment il se fout de toutes les filles autour de lui, et préfère vivre sous terre avec un groupe de gamins, il y aurait de quoi se poser la question. Mais honnêtement, ça m'a jamais traversé l'esprit. Pour ce qui est de mon ressenti, autant j'adore Pinocchio et Alice, que je considère comme de meilleurs films, le premier par sa perfection visuelle et le second par sa folie pure, génial à regarder, autant ici, devant Peter Pan, j'ai eu des frissons, des émotions indescriptibles, celles de l'homme qui se replonge totalement dans son enfance, grâce à un son, une musique, une réplique, une scène. Pour la première fois, je me suis rendu compte que l'un des classiques dont je parlais avait été un film que j'adorais regarder quand j'étais gosse. Et, comme quand j'étais gosse, je suis parti avec eux au pays imaginaire. Pourtant, quand j'y pense, l'univers en lui-même ne me fait pas plus rêver que ça. Je n'ai jamais été un énorme fan des pirates, je m'en fous des faits, et si on me demandait mon top de personnages Disney, aucun de ceux présents ici ne serait dans le top 20. Mais je pense qu'on touche ici à une autre force de Disney, celle de graver des souvenirs, des émotions, dans le cœur de ceux qui découvrent les classiques enfants. C'est tout con, on appelle ça la nostalgie. Et Disney l'a très bien compris. D'après vous, pourquoi les remakes de leurs films fonctionnent aussi bien, même ceux sans effort ni originalité? Oui, je pense très fort à toi, remake du Roi Lion, parce que les adultes veulent retrouver leurs émotions d'enfants, et y amènent aussi leurs propres enfants, espérant qu'ils trouveront dans le remake autant qu'eux à leur âge. Et même la personne la plus froide du monde, confrontée à ses souvenirs lointains, d'un temps où il riait encore devant les dessins animés, sera forcée de constater que cette nostalgie fait toujours effet. D'un côté, je vous parle ici également des parents Darling, la mère voulant faire revivre à ses enfants, avec ses histoires, ce qu'elle a vécu plus jeune, et le père, se rappelant, la larme à l'œil, ce que c'était d'être émerveillé. Neverland représente cette imagination que l'on a quand on est enfant, et qui a tendance à se perdre en grandissant. C'est bien sûr pas anodin que Peter Pan ait longtemps fait partie des projets de Walt Disney, puisqu'ils ont la même philosophie. Tous deux, à leur façon, accordent une grande importance à garder notre âme d'enfant, nos désirs d'aventure, de découverte, notre capacité à apprécier des histoires simples, à croire aux hommes volants, aux fées, ou aux poissons dans le plafond. Et sur moi, ça a fonctionné à 100%. C'est pour ça que, malgré quelques défauts, je lui donne volontiers un 7,5 sur 10. Merci d'avoir encore une fois remonté le temps avec moi. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc la semaine prochaine, déjà, on ira manger des pâtes avec la Belle et le Clochard. Ciao! La Belle et le Clochard est un film historique à plus d'un titre chez Disney. Déjà, il est le premier film à bénéficier d'un format cinémascope, comme ça, au lieu du format habituel en 4/3. Cela dit, comme peu de salles à l'époque étaient équipées du format, le film est également sorti en 4/3. Et c'est aussi dans ce format-là que j'ai revu le film, puisque le DVD que j'ai utilisé n'avait que celui-là. Mais comme vous le voyez, pour le montage, j'utilise la version scope, que je trouve plus intéressante. Il fut également le premier film à être distribué par une filiale de Disney, et plus par la RKO. Mais surtout, c'est le premier scénario original pour un classique. Bon alors bien sûr, il y a eu quelques histoires autour de son développement, avec un premier jet dans les années 30, parce que tous les classiques Disney ont commencé dans les années 30, écrit par Joe Grant, légende du studio et très influent à l'époque.
Son histoire ne contenait pas Clochard, se déroulait surtout à l'intérieur, mais comportait déjà les chats et l'arrivée du bébé. Walt a détesté apparemment. Plus tard, ce même Walt est tombé sur une petite nouvelle de Ward Green, et, après quelques réunions entre les deux hommes, ils ont fusionné son histoire avec les éléments de celle de Grant. Au début des années 50, La Belle et le Clochard était née. Aujourd'hui, on retient que l'histoire est de Green, mais tout le monde s'accorde à dire que sans Grant, il n'aurait pas été bien loin. Mais bon, comme ils faisaient déjà plus partie du studio à ce moment-là, ils ont fait comme si de rien n'était. Ouais, donc il y a encore quelques petits coups dans le dos, mais au moins, on ne doit plus parler des déviances de Carol ou Barry, et ça fait plaisir. Bon, sans plus attendre, plongeons-nous dans l'univers du film, celui de l'enfance de Walt, dans ce monde prêt à changer, avec l'apparition des téléphones et des voitures, mais où les rues sont encore boueuses, et la plupart des transports se font en calèche, dans un petit quartier chic du début du XXe siècle. C'est apparemment le soir de Noël, et Jim Sherry offre un cadeau à sa femme, Darling. Alors déjà, c'est pas très courant comme nom, mais aussi, ce cadeau, c'est un chiot. Et, elle a quand même dû être bien calme jusque-là dans sa boîte, la pauvre. Arrive du coup la première nuit, et la petite Lady, comme tout petit chien, se sent abandonnée. Alors, elle décide de s'échapper, et d'aller réveiller ses maîtres, qui acceptent, pour la première et la dernière fois, qu'elle dorme avec eux. Tu parles. À 6 mois, elle est devenue la vraie princesse de la maison. Elle mène une vie de chien tranquille, chassant les rats, déchirant les journaux, et traînant avec 2 chiens bien plus vieux qu'elle, Jock et César. Et heureusement que c'est des chiens d'ailleurs. Sinon ce serait malsain, t'imagines les parents qui envoient leur gamine jouer avec 2 vieux monsieur? Enfin bref, à 6 mois, elle reçoit enfin sa médaille. La plus grande fierté pour un chien domestique. La vie pour elle est parfaite comme ça. De l'autre côté du chemin de fer, on rencontre alors Clochard, un chien errant qui vit sa meilleure vie. Pour lui, vivre en laisse, c'est hors de question. Son seul souci, c'est la fourrière, qui tourne en ville. Mais il est trop malin et agile pour se faire avoir. Il sauve 2 de ses amis, l'équivalent du gros qui traîne au bar en bas de chez toi et de la prostituée cinquantenaire trop maquillée, et, après une course-poursuite avec le mec de la fourrière, se retrouve dans le quartier de Lady. Il la croise, alors qu'elle apprend qu'un bébé va arriver dans son foyer, et la met en garde. Sa vie ne sera plus jamais comme avant, avec l'arrivée du nouveau-né. Puis, il s'en va. Oui, c'était leur première rencontre. Pas de musique romantique, pas de ralenti, pas de coup de foudre. Juste un gars un peu malfamé qui passait par là, donner des conseils qu'elle ne va pas croire. Et ça, après quelques romances expédiées en 2 scènes, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Les mois passent et, après plein de plans sur Lady qui se posent des questions, ça y est, le bébé arrive. Et tout semble encore une fois aller parfaitement. Sauf que, quelques temps après la naissance, les parents décident de partir un peu. Ce que je comprends toujours pas, ils laissent la maison à tante Sarah, qui débarque là avec ses 2 horribles chats, à l'accent asiatique passablement offensant, mais ils feront pire, qui prouve encore une fois que les chats sont les êtres les plus diaboliques du règne animal. Mais bon, la chanson est de très loin la plus cool du film, donc on peut pas trop leur en vouloir. Cela dit, après avoir vu des monstres pareils toute mon enfance, tu m'étonnes que je préfère les chiens aujourd'hui. Ces saloperies de siamois réussissent à faire porter le chapeau à Lady pour avoir détruit tout le salon en quelques secondes, et elle est emmenée par Sarah pour se faire poser une muselière. Mais Lady est moyennement chaude et s'enfuit. Elle est sur le point de se faire bouffer quand elle retombe sur Clochard. Et sinon, il y a combien de chiens errants dans cette ville? Et pourquoi la fourrière ne chope que les sympas et pas les molosses qui doivent bouffer des enfants au petit déjeuner? Pour se débarrasser de sa muselière, Clochard l'amène au zoo. Pour qu'un castor... Attends, un castor? Dans un zoo? Bon, ok, pourquoi pas, mais dans un enclos avec des arbres énormes, c'est presque pas dangereux. Puis il a l'air d'avoir un enclos énorme alors que l'alligator est dans une flaque, quoi. Comment ça, on s'en fout? Une fois la visite au zoo terminée, il est l'heure d'aller manger. Direction, vous le savez, chez Tony. Ses chansons, son accent italien, et ses spaghettis. La scène est courte, mais réellement magnifique. Pendant un instant, on oublie que ce sont des chiens, et on voit, dans leurs yeux, la complicité, la bienveillance, puis l'amour, et enfin, le bonheur, quand Lady lève son regard vers les étoiles. C'est peut-être tout simplement l'un des plus beaux moments de romance dans l'histoire des classiques Disney, et sans aucun doute le meilleur jusqu'ici, parce qu'il est mérité. Il n'a pas eu de coup de foudre, ils se sont rencontrés, puis il l'a sauvé, aidé, ils ont appris à se connaître toute la journée, et à la fin, ils commencent à s'aimer, puis passent la nuit ensemble. Peu importe s'ils sont des chiens, c'est juste hyper efficace. Malheureusement, comme toujours, arrive le lendemain. Clochard veut qu'elle reste avec lui, qu'ils vivent des aventures, loin de la ville. Mais Lady refuse, parce que... je sais pas, moi, les parents peut-être? Trouvant que c'est une excuse valable, il accepte de la raccompagner chez elle. Mais elle se fait choper par la fourrière et atterrit dans un endroit insupportable, avec des chiens qui chantent en pleurant, et où ceux qui sont là depuis trop longtemps sont emmenés à l'abattoir. Toujours à la fourrière, la prostituée trop maquillée chante une chanson sur combien Clochard se tape tout ce qui bouge,
qui va rendre Lady un peu fort jalouse, parce que bon, faut bien une raison pour que ce soit un peu la merde avant le troisième acte, histoire de respecter les clichés du genre, non? De retour à la maison, elle est confinée dans sa niche, et quand Clochard vient la voir, elle lui tape sa petite crise. Mais l'arrivée d'un rat, qui se dirige vers la chambre du bébé, change tout. Le bâtard fonce dans la maison, Lady se libère et ils font tomber le berceau. Bravo les gars, super efficace. Tante Sarah est prête à les faire abattre tous les deux sur le champ, ou presque, mais heureusement, le retour de Darling et Jim, qui découvrent qu'en fait, ils ont protégé le bébé, sauve les deux chiens. Tout est bien qui finit bien, Clochard reste avec eux, accepte même d'avoir un collier, et il donne naissance à une suite. Enfin, à des chiots quoi. Et c'est fini. Et oui, c'est très mignon. Vraiment, je l'ai revu avec plaisir. Il y a une simplicité, une authenticité dans la relation entre les deux chiens qui fonctionne parfaitement. Ce que j'aime surtout, c'est que, enfin, les deux amoureux ont une personnalité propre. Clochard n'est pas un prince sans intérêt, uniquement désirable parce qu'il est un prince avec un grand château. Et cette différence avec Lady donne toute sa saveur au film. C'est une vraie histoire d'amour en fait, avec ses hauts, ses bas, et qui finit bien. Mais surtout, La Belle et le Clochard, c'est l'histoire vieille comme le monde, du choc des cultures. L'histoire basique, où chacun va apprendre de l'autre pour devenir meilleur. Et au final, former un ensemble qui sera pour eux la nouvelle définition du bonheur. Eux qui pensaient, chacun dans leur coin, que leur idée de la vie rêvée était la bonne. Clochard va se défaire de son idée que vivre sans attache, c'est la solution. Et que quand la personne est la bonne, ça vaut le coup de se faire passer la bague au doigt, ou la laisse au cou. Et Lady va découvrir la rue, ses points positifs, mais aussi négatifs. Elle va apprendre qu'il y a une vie de l'autre côté du chemin de fer. Elle va faire des rencontres, bonnes et mauvaises. Elle va aussi apprendre que sa vision idéalisée des humains n'est pas toujours juste. Comme le prouve Tante Sarah, ou les employés de la fourrière. Si c'est Clochard qui, à la fin, se fait mettre le collier, c'est bien Lady qui aura le plus appris. Appris à s'affirmer, comme quand elle tient tête à Clochard. Ou appris à enfreindre les règles, comme quand elle se libère pour aller sauver le bébé. Visuellement, on est peut-être sur ce qui s'est fait de plus beau depuis Pinocchio, avec des arrière-plans splendides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le tout rendu encore plus impressionnant par l'utilisation du format cinémascope, et c'est pour ça que je trouve ce format plus intéressant. L'animation des chiens est bien sûr géniale, avec quelques façons de bouger, de se coucher et de s'asseoir complètement réalistes, couplées à des expressions parfois totalement humaines, mais qui ne jurent jamais. Que ce soit les longs cils de Lady ou la moustache de Jock, ça fait partie de leur personnage. On se dit jamais « Ah bah tiens, c'est marrant un chien avec une moustache ». La Belle et le Clochard, c'est une belle romance, touchante, plus humaine que n'importe quelle histoire d'amour racontée par Disney avant ça. C'est un message de tolérance vis-à-vis de l'autre, d'un mode de vie qu'on ne connaît pas. C'est plein de moments drôles, d'instants de bravoure, et ça nous prouve aussi que dans les années 50, Disney aimait beaucoup imiter les accents. That's a grand sight. Plenty milk for you, and also some for me. Ach ja, begorren, that's when they're after having that darling corned beef. Well, what do you know? It's a butch. And my sister, Rosita Chiquita Juanita Chihuahua. Miserable being must find more miserable being. He's not a speaky English pretty good. C'était apparemment l'un de mes préférés quand j'étais enfant. Aujourd'hui, je doute qu'il fasse partie de mon top 10 quand j'aurai tout revu, mais il n'empêche que certains passages m'ont touché, et que le long métrage reste très bon. Ce qui lui vaut un 7 sur 10. Merci d'avoir regardé ce 10e Cinépop jusqu'au bout. 10 c'est énorme, ça va super vite. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner bien sûr. Et on se retrouve dans moins de 2 semaines pour un film dont j'ai pas de très bons souvenirs, mais qui va, j'espère, me surprendre positivement. La Belle au Bois dormant. Ciao. C'est marrant parce que quand on y pense, on se dit que tous ces vieux classiques Disney ont été des gros succès, permettant à la compagnie de devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors qu'en fait, quand on y regarde de plus près, depuis le retour de la guerre, sur 4 films, seulement un a vraiment fonctionné. Les 3 autres ne se sont pas totalement plantés, mais que ce soit au niveau financier ou critique, aucun n'a vraiment tout cassé. Sauf Cendrillon. C'est donc très logiquement que Disney décida encore une fois que ce dont le studio avait besoin à ce moment-là, c'était un film de princesse. Il choisit alors d'adapter La Belle au Bois dormant, conte de Perrault réadapté par les frères Grimm et réadapté encore en ballet par Tchaïkovski. Et quitte à avoir plusieurs versions, autant aller piocher dans les 3. Bon, et puis il faut dire que la version de Perrault fait quelques paragraphes et que celle des frères Grimm tient sur une feuille A4. Donc valait mieux piocher un peu partout. Et pour ce qui est de Tchaïkovski, son influence passera surtout par la musique, évidemment. Mais, se rendant compte que quand même pas mal d'éléments étaient répétitifs par rapport à Blanche-Neige ou Cendrillon, Walt Disney se dit que quitte à refaire ce genre d'histoire, autant mettre le paquet visuellement. Il voulait que le film ressemble à une tapisserie animée, que chaque plan soit somptueux. Walt misait beaucoup sur le film, il devait être son chef-d'œuvre. Pour le promouvoir, il utilise le magnifique château de Disneyland,
le baptisant Château de la Belle au Bois dormant. À l'intérieur, on pouvait y découvrir plusieurs passages clés du film, et on recevait même un petit livret à la fin, comme souvenir, histoire de dire « Je sais que vous connaissez toute l'histoire maintenant, mais s'il vous plaît, venez quand même le voir en salle ». Et finalement, au box-office de 1959, juste derrière Ben-Hur, on retrouvait bien une production Disney, le film Quelle vie de chien. Mission failed. We'll get 'em next time. Et ouais, tu peux construire un château grandeur nature, taper 6 millions de dollars pour un dessin animé, encore une fois à l'époque c'était énorme, faire des émissions spéciales, tout ce que tu veux, La Belle au Bois dormant ne sera jamais plus intéressante qu'un gamin qui se transforme en chien. Mais en fait, La Belle au Bois dormant a fait pas mal d'entrées, et doit se classer dans le top 15 plus ou moins. Il a rapporté 5 millions et demi, mais le problème, c'est qu'il en avait coûté 6. Mais alors ils sont passés où les 6 millions? Est-ce que Disney a jeté son argent par les fenêtres? Est-ce que le film est raté? C'est ce qu'on va voir. Mais avant ça, faites comme Aurore et touchez le bouton like. Touche-le, te dis-je. Ça y est, on revient aux bonnes vieilles habitudes. On est chez Disney, prêt à rencontrer une princesse Disney, du coup, on commence par l'ouverture d'un livre. Et de l'exposition en voix off. Une fois la mise en place finie, ça commence déjà à chanter. Et clairement, ils ont mis plus de temps à dessiner chaque brique du château, plutôt que de mettre des détails aux chevaux, ou faire bouger les gens. D'accord, autant de monde, à l'époque c'était quasiment impossible à animer, mais alors je sais pas, fais un plan d'ensemble pour montrer qu'il y a du peuple, et puis évite de les montrer dans presque chaque scène après. Parce que c'est moche quoi. Bon, c'est le baptême d'Aurore, et Hubert... Ah, sacré Hubert! Et son fils Philippe viennent voir la petite princesse. Et c'est pas anodin, puisque ce cher Philippe, qui doit avoir 5 ans, va épouser Aurore. Enfin, pas tout de suite, hein. Et oui mon gars, ce petit truc, c'est ta future femme. Et pourquoi est-ce que je pense à Twilight? Puis arrivent les 3 bonnes fées. Puisque une seule fée, c'était plus suffisant apparemment. Enfin, soyez contents, parce qu'elles étaient entre 7 et 13 dans les contes originaux. Mais j'imagine que plus que 3, c'était trop compliqué à animer. Elles sont là pour offrir 3 dons à Aurore. Puisque bon, être la princesse d'un royaume, c'est pas assez bien. En plus de ça, elle sera belle, et aura une belle voix pour chanter. Et le 3e, attendez, laissez-moi deviner. Elle pourra parler aux animaux? Eh ben, on le saura jamais, parce que... enfin, il se passe quelque chose d'intéressant. Maléfique, iconique au possible dès son entrée, vient déranger la fête, fâché de ne pas avoir été invité dans une scène qui change totalement l'ambiance, et qui fonctionne à mort. Du coup, pour se venger... Ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille. Attends, elle vient de dire quenouille? As-tu vu? As-tu vu les quenouilles? Pour tenter de contrer ça, la dernière fée à qui il reste un don, change la menace de mort en sommeil de 100 ans, qui ne pourrait être brisé que par le premier baiser d'amour d'un prince charmant. C'est débile. Elle aurait pu dire que son sommeil allait durer 1 heure et qu'il pouvait être réveillé par le bruit d'une flûte, je sais pas moi. Enfin, pour ce qui est de la durée, elle aurait pu dire 1 million d'années, ça aurait pas changé grand chose, vous verrez. Mais c'est pas assez pour le roi, qui fait brûler toutes les quenouilles. As-tu vu? Et les fées, elles, décident d'élever Aurore, se faisant passer pour des vieilles paysannes. Ok, donc leur plan, c'est garder la princesse pendant 16 ans, dire que c'est un enfant perdu en forêt, qui a comme par hasard le même âge que la princesse, et tout ça en changeant à peine leur apparence. Bon, ça a l'air de fonctionner, mais ça n'a aucun sens. Ok, elles sont habillées différemment, et n'ont plus d'ailes ni de baguettes magiques. Mais à part ça, je suis plus ou moins certain que n'importe qui les a déjà vus sait que ce sont les fées. Bon, cela dit, c'est sûr que Maléfique aide pas trop non plus, parce que pendant 16 ans, elle s'est pas bougée elle-même pour la chercher. Elle a plutôt envoyé son armée d'animaux démons à moitié finie pour retrouver Aurore. Et pendant 16 ans, ces abrutis ont cherché un bébé. Fatalement, ils ont pas trouvé. Maléfique envoie donc son corbeau faire le boulot. Après 16 ans, je le répète. C'est soit de la connerie, soit beaucoup de patience. Parce que là, il reste littéralement quelques heures avant que ton don soit plus d'actualité. Hein. Aurore, elle, est une princesse Disney basique, jolie, chantant sans cesse, discutant avec les animaux des bois et leur racontant ses rêves. C'est le jour de ses 16 ans, donc les 3 fées veulent lui faire une surprise. Mais comme elles sont nulles sans magie, et d'ailleurs faudra m'expliquer comment elles ont fait pour élever un enfant pendant toutes ces années alors qu'elles savent rien faire, elles décident donc de prendre leur baguette et de faire autant de lumière que pendant le combat final de Harry Potter 5. Ce qui finit par les cramer. Tu m'étonnes. Le dernier jour. C'est vraiment con ça. Hein. Dans la forêt, Aurore chante. Elle chante. Tellement bien que ça attire le prince Philippe. Je sais où tu te caches. Oui, justement lui.
Ça tombe quand même super bien. Il débarque en mode T'es effrayé? comme dans Blanche-Neige, chante avec elle et ça y est, ils sont amoureux. Comme dans Blanche-Neige. Ah bah ouais, niveau relations travaillées, ils ont déjà donné avec le film d'avant, alors faut pas trop leur en demander. Mais bon, ils se sont rencontrés au beau milieu d'un rêve. Donc ça passe, non? Quand ils ont enfin fini de chanter, il lui demande son nom. Parce qu'il serait peut-être temps, et elle refuse de lui dire. Elle lui dit qu'il ne la reverra jamais, jamais. Et puis finalement, lui donne rendez-vous le soir même, chez elle. Pardon? Alors donner ton nom, c'est non, mais ton adresse, ça va. Ah ben c'est clair qu'elles t'ont pas fait don de l'intelligence, les faits. Mais comme c'est, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, le jour de ses 16 ans, et que visiblement tout se passe en même temps aujourd'hui, après 15 ans et 11 mois où c'est rien passé, c'est aujourd'hui qu'elle doit retourner au château. Et si elle a l'air si triste, c'est grâce au pouvoir du quiproquo. En effet, parce qu'elle ne sait pas que l'inconnu c'est Philippe, et Philippe ne sait pas que la paysanne, c'est elle. Du coup, elle est dévastée parce qu'elle pense ne plus jamais voir son nouvel amoureux, et Philippe pense qu'il va épouser une paysanne. Arrivés au château, les trois grands-mères laissent Aurore seule. Ce qui est encore une fois stupide au possible, parce que c'est là où Maléfique sait qu'elle peut la trouver, et elle la laisse seule. Bon déjà, pourquoi ne pas être venu après le coucher du soleil? Pour être sûr. Parce que sinon il n'y aurait pas de film, ouais. C'est vrai. Aurore se fait envoûter par Maléfique, se pique le doigt et tombe endormie. Pour 100 ans normalement, hein. Et pour que personne, pendant ces 100 ans, ne soit au courant, les fées décident d'endormir tout le monde, comme ça au moins on est tranquille. Mais sinon elles se rendent compte qu'elles ont fait tout ça pour rien. Elles ont fait gaffe pendant 16 ans, abandonné leurs ailes, leur pouvoir, vécu comme des paysannes pendant 16 ans, pour échouer à quelques secondes de la fin. Par pure connerie. Il y a une ironie qui me plaît assez là-dedans, mais c'est peut-être parce que j'aime pas les fées, et que ça me fait rire de les voir échouer aussi lamentablement. Et dans leur idée de faire dormir tout le monde, il y a aussi un truc qui va pas, non? Si elles endorment absolument tout le monde, elles ont de grandes chances d'endormir le prince avec, et donc personne pour réveiller Aurore. Heureusement pour elle, Philippe est hors de la ville, parti rejoindre celle qui pense être une paysanne dans les bois. Sauf que ça tourne mal. Surprise, motherfucker! Il se fait enlever par Maléfique, qui a, à mon avis, aussi été bercée trop près du mur, parce qu'elle explique absolument tout au prince, qui sait maintenant qui est Aurore, où elle est, et comment la sauver. Oui, de sa part, c'est de la cruauté, j'ai bien compris. Mais quand même, entre cruauté et connerie... La ligne est très fine! Puis il est directement sauvé par les fées, qui lui donnent un bouclier et une épée pour combattre Maléfique, qui s'est transformé en putain de dragon. Boy, that escalated quickly. Il la terrasse en 2 minutes, va embrasser Aurore, elle se réveille et... Attends, il y a jamais 100 ans qui se sont écoulés là. C'est quoi cette prophétie à la con? Non mais parce qu'il s'est passé au pire 2-3 heures, hein. Elle a littéralement fait une sieste. Enfin, ils dansent dans les nuages, se marient, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, auxquels j'espère les fées ont donné plus d'attributs mentaux que physiques, pour équilibrer. Le livre se ferme et c'est fini. Et ouais, vous l'aurez compris, je suis pas le plus grand fan de La Belle au Bois dormant. On sent que Disney a beaucoup misé sur le visuel, et d'un côté, on peut pas dire que ce soit raté. Si on oublie les figurants immobiles, c'est vrai que le film est très beau. L'attention au détail est impressionnante. L'utilisation du format est parfaite. Comme ici lors de la transformation en dragon, avec Maléfique qui prend toute la largeur de l'écran. À l'époque en salle ça devait être hyper impressionnant. Et encore une fois, comme dans La Belle et le Clochard, les arrière-plans sont hyper travaillés. Autant à l'extérieur, dans la forêt, qu'à l'intérieur du château, par exemple. Le problème, c'est que La Belle au Bois dormant ne me fait jamais voyager, rêver, ne m'intéresse pas. Au contraire d'autres Disney qui ont des défauts que j'ai tendance à pardonner pour ce que les films me font vivre, ici, je reste toujours totalement en dehors. Et ce qui est ironique, c'est que contrairement à Blanche-Neige ou Cendrillon, il n'y a rien qui nous éloigne de l'intrigue. Pas de nains, pas de souris, enfin, il y a quand même les fées qui font de la couture, les rois qui se bourrent la gueule pendant 5 minutes. Ok, ils font partie de l'intrigue, mais c'est pas pour ça que c'est plus intéressant. Je reprendrai 100 fois un Gus-Gus contre Lucifer plutôt qu'un combat pour savoir si la robe doit être bleue ou rose. Et je crois que même la première fois que je l'ai vu, j'ai pas été surpris. Non pas parce que c'est tiré d'un conte connu, mais parce que c'est prévisible et plat. Et ce qui est un peu moins prévisible, l'est parce que c'est débile. Alors oui, sans toutes ces incohérences, il y aurait pas de film, mais quand tout le film ne tient que parce que des personnages sont stupides, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais parlons-en un peu des personnages. Je ne m'attache à personne, sauf à Maléfique, qui est trop peu présente, et un peu au cheval de Philippe, qui a presque plus de personnalité que lui. Même s'il faut avouer que pour une fois, le prince n'est pas juste une pub pour dentifrice avec un gros château. Et le dernier tiers, qui repose totalement sur ses épaules, est mon préféré. Donc c'est qu'ils ont dû faire quelque chose de bien quelque part. Pour une fois. Mais à part ça, je m'en fous des rois, j'aime pas les 3 fées, et Aurore, que dire? Elle est uniquement définie par son physique. Dès sa naissance. Et effectivement, elle est jolie, et elle a une belle voix.
Ah ça oui, mais c'est tout. Elle est inintéressante, elle n'est pas du tout développée, la preuve elle n'a que 16 répliques sur 1h15 de film. C'est le personnage principal qui parle le moins de l'histoire des classiques Disney, après Dumbo, qui ne parlait pas. Et ne venez pas me dire que c'est parce qu'elle dort pendant tout le film, elle est endormie 20 minutes, montre en main. Ce qui sauve un peu le tout, c'est le dernier quart d'heure, impressionnant, et qui aurait pu être prenant si on en avait eu quelque chose à faire des personnages. La Belle au bois dormant est donc un film visuellement réussi, mais plutôt ennuyeux et aux personnages totalement creux. En plus, son échec financier poussera Disney à repenser sa manière de travailler, et il mettra donc moins d'argent dans ses productions. Ce qui fait qu'on parle souvent du film comme de la fin d'une ère, parce que visuellement, Disney ne sera plus aussi généreux avant un petit temps. Dans mes souvenirs, c'était clairement le Disney pré-2000 que j'aimais le moins, et malheureusement, ça s'est confirmé. Cela dit, c'est quand même pas assez mauvais pour le passer sous la moyenne, donc je lui donne 5 sur 10. Ah, ça y est, on est de retour chez Disney. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. Pour les 100 et un Dalmatiens, on entre dans les années 60. Et que ce soit clair tout de suite, il y a du changement. Enfin déjà, rien que visuellement. Vous avez vu ça? On dirait que les couleurs ont bavé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, déjà, c'est qu'ils ont changé de technique d'impression, utilisant maintenant un procédé qui s'appelle la xérographie. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a permis aux animateurs d'avoir directement leur dessin utilisé pour les films, alors que jusque-là, il devait être travaillé avant d'arriver sur l'écran. À cette époque, les appareils ne pouvaient traiter que la couleur noire. De là à dire qu'ils ont fait un film sur des Dalmatiens juste pour ça... Mais la vraie raison pour laquelle ça bave là derrière, c'est Walt Peregoy, coloriste, et Ken Anderson, responsable artistique du long métrage. Ils ont voulu tester un truc, puis bon, il faut aussi dire que le budget a été diminué de moitié par rapport au film d'avant. On est en 61 et Walt, Disney, pas Peregoy, n'est plus très présent au studio. Il est trop occupé avec le reste. Il a donc eu beaucoup moins de contrôle, encore moins qu'avant, sur les 101 Dalmatiens. Et après avoir vu celui-ci, il aurait apparemment dit à Anderson que c'était moche, qu'il aimait pas du tout et qu'il ne serait plus jamais directeur artistique. Hello, darkness, my old friend. Alors, faisons un bond de presque 60 ans en arrière et replongeons-nous dans les 101 Dalmatiens. Oh, et c'est adapté d'un bouquin aussi, mais à force, est-ce que je dois encore vraiment le préciser? Quand je revois le générique, je me dis un truc. J'ai dû avoir la cassette audio de ce film quand j'étais gosse. Et cette musique est maintenant ancrée dans ma mémoire. Je l'avais plus vue depuis des années, et même avant ça, c'est pas forcément le Disney que j'ai le plus vu, et pourtant, je connais cette musique et d'autres passages absolument par cœur. Bref, le temps que je vérifie si j'avais effectivement bien cette cassette audio, et je l'avais, le générique se termine, et Pongo se présente, lui et son animal de compagnie, Roger. Et j'aime beaucoup le fait qu'il considère Roger comme ça. Si ça se trouve, tous nos animaux pensent comme ça. Enfin, les chats déjà, c'est sûr. Pour les chats, on n'est rien de plus que des esclaves qui les nourrissent et nettoient leur bac. Je vous ai déjà dit que je préférais les chiens. Ce brave Pongo, doublé en français par le regretté Roger Carrel, se dit que la vie de célibataire, c'est sympa 2 minutes, mais qu'à un moment, il aimerait bien aussi, comment dire ça poliment, partager de l'affection avec un chien femelle. Et puis pour Roger, c'est clair qu'il semble avoir aussi besoin de tirer un coup, et pas que sur sa pipe. Il regarde donc par la fenêtre, et après plus ou moins 50 secondes, trouve une chienne pour lui et une pour Roger. Enfin, une femme pour Roger, je veux dire. Ah mais donc c'est ça qu'il faut faire, regarder par la fenêtre. Ah, j'y avais jamais pensé. Bon ben, si vous êtes célibataire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il traîne alors son animal de compagnie jusqu'au parc, force un peu les choses au point que Roger et sa future femme tombent tous les deux à l'eau, ce qui la fâche très fort. Heureusement, ils ont tous les deux leur mouchoir mouillé et donc ils se marient. C'est ça, j'ai bien compris, les relations humaines? Quelques mois plus tard, les deux couples ont déménagé, et Perdita, elle, est enceinte. Ce qui fait fort plaisir à Cruella d'Enfer, une ancienne copine de classe d'Anita. Et il va falloir qu'on parle d'un truc. À quel moment tu laisses une personne comme ça entrer chez toi? À quel moment tu comprends pas directement qu'elle veut égorger tous les bébés pour s'en faire une écharpe? Et puis sinon sérieux, Cruella d'Enfer. Cruella d'Enfer. Vous vouliez pas l'appeler méchante McBaddy non plus? Et oui, je sais que c'est un truc récurrent chez Disney. Genre Maléfique ou Scar, mais ici, le fait que ça se passe dans un univers réaliste rend Cruella, aussi géniale qu'elle puisse être, je remets pas du tout ça en question, ça la rend too much. Trop caricaturale, trop méchante, trop visuellement différente du reste. Surtout quand elle est chez Roger et Anita, là, le contraste est frappant. Et c'est voulu, bien sûr. Mais perso, ça m'embête un peu. Et du coup, quand après tout ça, Anita la défend encore alors que les chiots ont disparu, spoiler alert, ça la fait un peu passer pour une conne quand même. Mais revenons à nos Dalmatiens. Les chiots naissent donc, et il y en a 8, 12, 13, 14, 15, ah non, 14,
Ah bah finalement si, 15, et j'adore cette scène. Le stress du futur papa et de Roger, le sauvetage du petit Lucky, j'ai beau la voir et la revoir, je souris toujours quand il commence à bouger. C'est tellement simple, et bien sûr qu'ils vont le sauver, mais ça reste un vrai beau moment. Tout va bien dans la petite famille, les chiots grandissent et matent des programmes télé pour chiens, parce que oui, dans les années 60, il y avait ça. Les chiots se font enlever par les méchants de Maman j'ai raté l'avion, se retrouvent dans une grande maison avec plein d'autres chiots, et apparemment ceux-là ont été achetés. Du coup, je me demande, parce que là il y en a quand même plus de 80, pourquoi est-ce que Cruella prend encore le risque d'en voler 15, surtout à des gens qu'elle connaît et à qui elle a dit clairement qu'elle les voulait. Bon, je sais, encore une fois, les Disney sont pas faits pour être surinterprétés, mais de nouveau, le fait que ça se passe dans un Londres des années 60 totalement réaliste, ou presque, ça fait plus facilement remettre en question la logique de certaines choses. Lorsqu'ils se rendent compte que la police humaine ne sert à rien, Pongo et Perdita ont recours à l'appel du soir. Concept génial qui permet aux chiens de transmettre des messages sur de longues distances, et qui explique aussi pourquoi, quand un chien aboie dans la rue, les autres répondent. Cet appel permet déjà de croiser Lady, Jock et d'autres personnages de La Belle et le Clochard, ce qui fait de ces deux films le LDCU, le London Dog Cinematic Universe, mais surtout de retrouver les chiots, parce que l'appel du soir est entendu par 3 animaux pas comme les autres. Un chat, un cheval et un vieux chien, qui sont apparemment revenus de la guerre il y a pas longtemps, puisqu'ils sont sergents, capitaines et colonels. Ils vivent pas loin du manoir d'enfer, où sont enfermés les chiots. Et je trouve que le trio fonctionne super bien, il est drôle et directement attachant. Si on oublie Cruella, ce sont clairement mes personnages préférés du film. Ils envoient le chat récupérer les bébés, mais c'est pas si simple que ça de faire disparaître 99 chiots, et ils se font cramer. Heureusement, c'est à ce moment-là que débarquent Pongo et Perdita, ce qui permet à tout le monde de s'échapper. Sauf que, encore une fois, et même s'il neige, cacher 100 et un dalmatiens, c'est toujours pas évident. Puis il fait froid, il faut marcher beaucoup, c'est clair que ça change des soirées devant la télé. D'ailleurs, je trouve que le vent et le froid se ressentent tellement dans ces scènes. En tout cas, moi, rien que de les voir, ça me donne envie d'augmenter le chauffage. Ils arrivent enfin à une ville et un camion part justement bientôt pour Londres. Mais Cruella est pas loin, et sortir est trop dangereux. Mais, grâce au pouvoir du scénario, ils se sont réfugiés dans une réserve de suie. Et apparemment, lancer un dalmatien dans de la suie, ça le transforme en labrador. Et apparemment aussi, Cruella est tout aussi conne qu'Anita. Je sais pas à quelle école elles ont été ensemble, mais j'y mettrai pas mon gosse. Parce qu'elle est à la recherche de dizaines de dalmatiens. Et elle se dit pas que si d'un coup elle a 101 labradors qui passent, il y a peut-être un rapport. Cruella les pourchasse, le pauvre gars qui conduit le camion a rien demandé mais il accepte la course-poursuite. Cruella finit dans un arbre, Roger et Anita adoptent tous les chiens, et c'est fini. Et j'imagine même pas ce que ça va donner quand ils seront tous adultes. Non mais franchement, ça va coûter combien en croquettes? Et il va falloir combien de temps pour nettoyer le jardin, toutes les semaines? Je veux bien qu'ils sont gentils et qu'ils ont une nounou, mais faut être réaliste les gars. 101 chiens. Les 101 Dalmatiens n'est pas un film qui me marque aujourd'hui. Il n'a jamais fait partie et ne fera jamais partie de mes Disney préférés. Mais il faut bien leur reconnaître quelques fulgurances, comme le design de Cruella et son animation. Et cet exercice de style visuel, bien ancré dans son époque, pas forcément très beau, mais qui nous offre quelques passages intéressants. Comme cette scène où tout le décor vire au rouge, ou encore la fameuse traversée dans la neige très immersive, où les chiens se fondent dans le décor. Pas le meilleur, mais très loin d'être le pire, Les 101 Dalmatiens est un Disney moyen pour moi, qui mérite un 7 sur 10. Ciao. Si je vous dis Merlin, vous pensez magie, ou bricolage, mais surtout magie, non? Ce nom est tellement ancré dans l'inconscient collectif comme le nom du magicien du roi Arthur, que c'est automatique. Et pour cause, il est apparu dans des centaines d'œuvres, centrées sur les légendes arthuriennes, plein de livres évidemment, mais aussi des séries, comme la bien nommée Merlin ou la culte Kaamelott. Franchement, une potion pour faire pisser bleu, ça pressait à la minute là. Au cinéma, on ne compte plus ses apparitions. C'est parfois logique, comme dans Excalibur de John Boorman, ou King Arthur, la version de 2004, pas celle de Guy Ritchie avec David Beckham. Ça l'est parfois un peu moins, comme dans Shrek 3 ou Transformers 5. It is I, Merlin. The wizard? Mais c'est de la merde! Merlin, c'est donc un peu le sorcier ultime, le grand-père de Dumbledore ou le cousin de Gandalf. Et comme lui et le roi Arthur sont des figures cultes de la littérature, il était tout naturel qu'un jour, Disney s'y attaque. Les droits du livre d'origine, L'épée dans la pierre de T.H. White, sont achetés par Disney en 1939. Mais bon, vous savez, Deuxième Guerre mondiale, autre projet, les soucis habituels de cette période chez Mickey. Le film revient sur le devant de la scène après la sortie des 101 Dalmatiens. Et après avoir vu le film quelques fois, je me suis rendu compte d'un truc. Merlin, le Merlin du titre français, oui, le même, ne sert à rien. Mais attendez, vous allez comprendre. Parce que ça faisait longtemps, le film commence par une ouverture de livre.
et une chanson plutôt désagréable, expliquant en gros que le roi est mort, que l'Angleterre n'arrive pas à décider qui va prendre sa place, qu'une épée magique est apparue et que celui qui parviendra à l'enlever de son enclume sera couronné. Sauf que personne n'y arrive, l'Angleterre tombe dans le chaos et l'épée est oubliée. Pendant ce temps-là, Merlin, un vieux magicien capable de voir le futur et accompagné d'un hibou râleur, attend chez lui l'arrivée d'un invité. Cet invité, c'est Arthur, qui débarque là par le toit, par hasard. Après avoir voulu récupérer la flèche tirée par Kay, vers littéralement la maman de Bambi. Kay, c'est le fils de son tuteur, Sir Hector, mais on y reviendra après. Parce que oui, on est chez Disney, donc le héros a des parents morts ou absents, évidemment. Après avoir bu un thé, Merlin lui annonce qu'il va être son professeur. Le gamin, il a rien demandé à personne, il bosse déjà comme un fou au château, et maintenant, un vieux veut lui apprendre des trucs. Sauf que Arthur, maintenant, il doit rentrer, donc Merlin l'accompagne. Non mais vous imaginez? Votre enfant de 12 ans revient à la maison avec un vieux qu'il a trouvé dans les bois, en disant qu'il va lui apprendre des trucs, mais là, comme c'est un magicien, il peut rester apparemment. Le même soir, un pote moustachu de la famille passe par là, et annonce qu'il y aura bientôt, à Londres, un tournoi pour trouver le futur roi. Et donc il aura fallu des années pour avoir l'idée d'un tournoi. Ah ouais, rapide les Anglais. Alors que Kay s'entraîne comme il peut, Merlin poursuit l'apprentissage d'Arthur, le transformant en poisson où il aurait fini bouffé par un brochet sans l'aide d'Archimède, puis en écureuil où il finit agressé sexuellement par une jeune femelle en chaleur pendant que Merlin s'astique le gland, et enfin en oiseau où il finit presque attrapé par un faucon, et termine dans la cheminée de la vilaine sorcière du coin, Madame Mime. Ces trois scènes très sympas et divertissantes n'apportent cela dit pas grand chose au final. Dans la première, Merlin veut lui apprendre que l'intelligence surpasse le muscle, sauf que pas vraiment, et sans le hibou, il aurait fini en brochette. Dans la seconde, il veut lui apprendre que les écureuils aussi ont des problèmes, j'imagine. Enfin, apparemment, leur plus gros souci, c'est la libido des femelles, et un petit peu les loups. Bon d'accord, à la fin, il lui enseigne la force de l'amour, mais je suis pas certain que c'était le plan de base. Et si c'est le cas, alors c'est encore pire, parce que cette pauvre petite écureuil ne va jamais s'en remettre. Et avant qu'il ne soit changé en oiseau, Merlin et Archimède tentent de lui enseigner des trucs, comme l'alphabet ou que la Terre est ronde. Mais bon, c'est un peu chiant, donc autant aller voler. Tout ça ne sert en fait qu'à avoir quelques scènes qui vont plaire aux enfants et permettre aux animateurs de s'amuser un peu en dessinant différents animaux. Mais ça ne fait en rien avancer l'intrigue, ni même vraiment évoluer le personnage d'Arthur. La meilleure preuve de ça, c'est dans la scène suivante. Arthur arrive chez Madame Mime, endroit qui est plein de références à Alice au Pays des Merveilles, avec les cartes, le changement de taille, la transformation en chat, mais surtout avec une Madame Mime qui est une méchante sorcière qui utilise sa magie pour faire du mal, ou se transformer en femme cochon, ça dépend. Elle menace de le tuer, Merlin arrive et commence le fameux duel des sorciers. Alors vous attendez pas à des éclairs partout, à du feu et de l'eau qui s'entrechoquent. Ici, le principe d'un duel de sorciers, c'est se transformer en animaux pour essayer de détruire l'autre. Du coup, on reprend la petite checklist de tout à l'heure. Est-ce que la scène va plaire aux enfants? Certainement. Est-ce que les animateurs peuvent s'amuser? Plus que jamais. Est-ce que la scène a un intérêt? Absolument pas. Ils arrivent, ils se battent, elles trichent, Merlin devient un virus, Mime termine au lit, et on n'en entendra plus jamais parler. Ah, mais d'après Merlin, ce duel aura appris à Arthur que l'intelligence donne la vraie puissance, c'est-à-dire le truc qu'il a déjà essayé de lui apprendre quand il était dans l'eau et qui a pas très bien fonctionné. Mais bon. Du coup, quand Arthur dit à Merlin qu'il va partir pour Londres avec Kay pour être son écuyer, Merlin se fâche lui disant qu'il devrait avoir plus d'ambition. Mais il est pas censé voir le futur, Merlin? Il devrait pas l'encourager à aller à Londres, sachant que c'est là qu'il va retirer l'épée et qui va faire qu'il va devenir roi après? Est-ce que ce serait de la psychologie inversée? Ah, ça m'étonnerait. Merlin se casse aux Bahamas ou à Saint-Trope dans la version française, et Arthur va à Londres. Mais il a oublié l'épée de Kay, et doit donc en trouver une autre. Il tombe donc sur la fameuse enclume, et on remerciera le jardinier d'être passé juste avant, c'est cool. Retire l'épée, la ramène, les gens remarquent que c'est l'épée du futur roi, il demande à Arthur de recommencer pour être sûr, il le fait, il devient roi, longue vie au roi. Et Merlin? Ah non, il était pas là à ce moment-là, non. Il revient après, tranquille, et dit grosso modo à Arthur, qui est pas super chaud de régner, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas t'amuser et t'auras une table ronde. Du coup, Arthur, il est content, et il reste, et c'est fini. Et Merlin ne sert à rien. Ok, vous me croyez pas? Retirons-le de l'histoire. Arthur est orphelin, vit dans un château avec son tuteur et le fils de ce dernier. On annonce qu'un grand tournoi va bientôt avoir lieu à Londres. Kay, le fils, y va. Arthur l'accompagne. Il a oublié l'épée. Il va en chercher une autre. Tombe sur l'enclume, enlève l'épée. Il est roi. Et voilà.
pas de Merlin, et pourtant absolument aucun changement. Merlin est uniquement là pour amener les péripéties, de la magie et des animaux. Et pour parler franchement, il est là pour remplir un film qui n'a vraiment pas grand chose à raconter. Alors que c'est l'enfance d'Arthur, le Arthur. Il y avait tellement à faire. Quand le film se termine, je suis saoulé, parce qu'il se termine au moment où il aurait dû commencer. Imaginez le scénario sans Merlin dont je vous ai parlé. On le torche en 5 minutes en guise d'introduction, et puis on a 1h15 d'Arthur, apprenant à être roi au fil des années, avec Merlin et Archimède à ses côtés pour l'éduquer et le soutenir. Ça aurait quand même eu plus de gueule, non? Mais donc, on en pense quoi de ce Merlin l'Enchanteur? Je peux me tromper, mais c'est sans doute l'un des classiques Disney pré-2000 que j'ai le moins vu. Je me rappelle pas de l'avoir eu, et les rares souvenirs que j'en ai doivent venir d'un épisode de Chantons Ensemble, des compiles de musique Disney avec les paroles en dessous style karaoké. Parce que pour Merlin l'Enchanteur, je ne me souviens quasiment que de la chanson du début, avec les objets qui rapetissent en entrant dans le sac. Tout ça pour dire que j'ai aucune nostalgie pour ce film, et que ça n'aide pas trop sa cause. Parce que visuellement, on reste dans le même délire baveux que les 101 et Dalmatiens, mais autant en ville, ça pouvait donner un style, autant en forêt ou dans un vieux château, beaucoup moins. Et même pour ce qui est des personnages, ils semblent parfois dessinés grossièrement et ne sont animés que quand ils ont quelque chose à faire. Il y a quelques scènes à sauver bien sûr, comme quand ils marchent près de l'eau, avant de se transformer en poisson, avec ses reflets superbes, l'animation quand ils sont en écureuil, ou le duel, tout à fait inutile, mais toujours très fun. Je m'excuse d'avance à tous ceux qui ont grandi avec le long métrage, et qui en ont des excellents souvenirs, parce que je sais que vous êtes beaucoup, mais d'ailleurs je comprends totalement parce que c'est un film qui vise presque uniquement un public enfant qui est là pour voir des animaux, de la magie et des trucs fun. Mais sur moi, ça a pas pris. C'est pas un mauvais film, ça reste un Disney. Mais c'est un peu léger. J'hésitais entre un 5 et un 6. On va couper la poire en deux, avec un 5,5 sur 10. On se retrouve dimanche prochain pour parler de quelques films récents, et dans 2 semaines, pour le livre de la jungle. Ciao! Si je vous demande quel a été le premier remake en live action de Disney, pas mal d'entre vous pensaient au Alice de Burton, voire au 101 Dalmatiens, avec Glenn Close en Cruella. Par contre, à mon avis, vous êtes pas très nombreux à penser directement. Mais oui, c'est bien sûr, c'est le livre de la jungle avec Jaden Scott Lee, Cersei Lannister et Alan Grant. Parce que oui, le tout premier remake en live action, c'était ça, le livre de la jungle, en 1994. Et oui, il y en a aussi eu un en 2016, avec Christopher Walken en Roi Louis. Parce que pourquoi pas. Mais tout ça, on en parlera plus tard, et par plus tard, je veux dire pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on continue les cinépop sur les classiques Disney avec, je pense, l'un de mes préférés, le livre de la jungle de 1967. Après la déception qu'avait été Merlin l'Enchanteur, Walt Disney, sentant peut-être qu'il n'avait plus 10 films devant lui, s'est un peu plus investi dans le projet suivant. Et ça se voit. Une histoire basique, mais des personnages forts. Et quand j'y repense, c'est peut-être pour moi ce qui manque depuis quelques films. De vrais bons personnages, attachants dès leur première apparition. La première version était trop proche du livre de Kipling, et Disney décida alors de changer plein de choses, de simplifier le scénario, et surtout, de lui donner un ton plus joyeux, s'éloignant de la noirceur du récit original. Il engagea aussi les Sherman Brothers pour écrire de nouvelles chansons. Les frères Sherman, vous les connaissez peut-être pas de nom, mais croyez-moi, vous avez entendu leurs chansons. Ils sont derrière celles de Mary Poppins, des Aristochats, mais aussi de ça. Et j'espère que vous l'avez tous en tête maintenant. Mais on a déjà perdu assez de temps. Lançons le film. Alors oui, ça s'ouvre sur un livre, évidemment, ça s'appelle littéralement le livre de la jungle. Ce serait décevant si c'était pas le cas. Et directement, quelque chose me marque. Cette musique, envoûtante, prenante, qui donne le ton. Pour la première fois depuis longtemps, et aussi pour la dernière fois avant quelques décennies, le travail musical est l'une des plus grandes forces du film. Les chansons sont toutes super, déjà, mais la partition musicale, souvent des versions sans paroles des chansons, donne vraiment une couleur, une identité au film. Et puis bordel, qu'est-ce que c'est beau! Quelle ambiance! La dernière fois que j'ai été aussi impressionné par l'esthétique d'un Disney directement, ça devait être pour Bambi. L'histoire commence avec Bagheera, la panthère qui tombe sur Mowgli, un petit homme arrivé là, on ne sait pas comment. Plutôt que de répondre à son premier instinct et s'en faire un snack, il l'emmène chez ses potes les loups, qui viennent d'avoir une portée. Et il le dépose simplement devant chez eux comme si c'était Harry Potter. Maman loup et papa loup sont de bonne humeur et acceptent de s'occuper du petit. Et c'est de nouveau super chanceux parce que pour le même prix, ils se disent « Ah bah tiens, j'avais pas commandé à manger, mais ça tombe bien. Bon appétit les enfants !» Bref, les années passent, et tout va bien jusqu'à ce qu'une rumeur rapporte que Shere Khan, le tigre, est revenu chasser dans la région. Le souci, c'est que celui dont la traduction littérale du nom est Roi Tigre n'est pas trop fan des hommes, et que Mowgli serait en grand danger. Et puis eux aussi un peu, par la même occasion. Bagheera propose donc de ramener Mowgli dans un village d'hommes. Mais ce sera pas si facile. Déjà parce que la jungle est pleine de dangers. Kaa et ses yeux magiques,
qui est, si on y pense un peu, l'un des personnages les plus abjects de Disney, voulant profiter de la confiance d'un enfant pour en faire ce qu'il veut, le roi Louis et ses méthodes un peu brutales étant prêt à tout pour devenir un homme comme lui, et pouvoir contrôler le feu. Et finalement Shere Khan qui veut simplement le tuer. Comme quoi la simplicité, ça fait flipper. Parce que personne n'a jamais voulu ramener Mowgli chez les hommes pour Kaa ou pour Louis. Mais l'autre souci, c'est que malgré tout ça, Mowgli, il veut pas quitter la jungle. Parce qu'il est habitué, qu'il aime y vivre, qu'il a tous ses potes là, et que sa rencontre avec Baloo, un gros ours prônant la flemme et la bouffe, ne va pas beaucoup aider. Je me concentre sur les personnages parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans le film. Et c'est là qu'on retrouve la vraie patte de Disney. Parce que scénaristiquement, ça peut être résumé en 2 phrases. Mowgli doit quitter la jungle parce qu'un tigre va le chasser, mais il est pas super chaud. Enfin, tout le reste, c'est simplement les interactions entre ce personnage principal et une dizaine d'animaux. Et ils sont tous mémorables, sauf peut-être les loups du début, qui n'ont pas une grande place dans le récit. Parce que sinon, Kaa est absolument culte, Baloo et son « il en faut peu pour être heureux » est clairement au panthéon des passages archi connus du studio, Bagheera, bien que moins flamboyant, reste très apprécié et important, et surtout la raison pour laquelle un chat noir sur 2 s'appelle Bagheera. Les éléphants sont très drôles, le roi Louis est excellent, et puis Shere Khan et son flegme, sa voix impressionnante et son charisme, tout ça fait de lui un des meilleurs méchants de cette période-là, bien qu'il soit assez peu présent et qu'il se fasse battre plutôt facilement. Même les vautours Beatles sont cool. Au final, Mowgli arrive à sortir de tous les pièges et de toutes les situations, mais une fois arrivé au village, il ne pourra pas résister à l'animal le plus dangereux, la femme. Je veux dire, il sera charmé par une jolie fille et décidera de quand même aller chez les hommes parce que bon, elle est mignonne quoi. Et puis c'est quoi l'amitié avec un ours ou une panthère quand une fille te regarde avec ces yeux-là, hein? Mowgli la suit donc. Bagheera et Baloo partent bras dessus parce que qu'est-ce que c'est le réalisme animalier? Et c'est fini. Et j'aime tellement ce film. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je savais que c'était un dessin animé que j'avais beaucoup regardé quand j'étais petit, mais je pensais pas qu'il me plairait encore autant. Alors que la nostalgie n'avait pas du tout fait effet avec Merlin l'Enchanteur, ici, je suis tombé dedans à fond, grâce aux musiques et aux personnages, grâce à l'ambiance, au dessin, à l'humour. Si je devais le classer, jusqu'ici, il serait 2e, juste derrière Pinocchio. Le Livre de la Jungle est le dernier film que Walt Disney aura supervisé, puisqu'il décédera quelques mois avant sa sortie, en 66. Et pour moi, sa réussite est due à 3 hommes, en plus de Walt. Tout d'abord, Frank Thomas et Ollie Johnson, qui font partie des 9 sages de l'animation chez Disney, dont je vous ai déjà parlé. Ces 2 gars ont été les meilleurs amis du monde pendant toute leur vie, ou presque, et ils s'occupent ici de l'animation globale des personnages. Et apparemment, leur relation trouve un écho dans l'amitié entre Baloo et Mowgli. Alors je sais pas lequel des deux faisait l'ours, mais le fait que ça découle d'une véritable amitié, c'est peut-être ce qui lui donne sa puissance, même si elle est très éphémère en fait. Et pour la petite anecdote sympa, ils apparaissent tous les deux dans Le Géant de Fer, ici, et dans Les Indestructibles, là, 2 films de Brad Bird. Il faut aussi citer Milt Kahl, également l'un des 9 sages. Il était en général le gars qui s'occupait des personnages les plus expressifs, comme Pinocchio ou Pan-Pan. Dans le Livre de la Jungle, c'est bien simple, il est passé sur presque tous les personnages, leur donnant ce petit plus, ce supplément d'âme qui les rend intemporels et inoubliables. J'ai pris énormément de plaisir à revisiter ce film, ses scènes cultes et ses moments plus graves. Pendant 1h20, je suis retourné en enfance, puis pendant toute la semaine, j'ai eu ces chansons en tête. Tout ça fait que je donne au Livre de la Jungle un beau 8 sur 10. Et je pense qu'il faut profiter de cet excellent film parce que c'est le dernier de l'âge d'argent, et qu'à partir du prochain, on entre dans l'âge de bronze, aussi appelé The Dark Age. Ça promet.